auditrice de votre radio, Oui. surtout que il y a un petit bail, comme on dit, je ne suis pas venu ici. Oui. Et vous félicitez, hein, les auditeurs ne voient pas pour ce que vous faites. Je suis tombé dans un studio flambant neuf en marbre, en bois marbré, avec des multiples sonorisations, etc. Quand je vois les conditions difficiles dans lesquelles les médias évoluent, il faut quand même qu'on vous félicite. Merci. Pour ce travail que vous faites pour pouvoir nous recevoir dans de meilleures conditions. Alors, permettez-moi, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas souvent écouté, mais il est important de l'évoquer. Permettez-moi de vous manifester non seulement à la radio, mais à vous personnellement encore ma sympathie pour l'injustice qu'on vous a faite. 3 mois sur cette radio, il faut le dire, c'est les événements de notre pays, et Oui, il faut le dire. Ici, cela relève déjà du passé. Merci pour la compassion, mais si vous le permettez, on peut toutefois évoluer. Je suis d'accord qu'on Voilà. évolue, mais ne faites pas qu'on se dévie de ces sujets-là, parce que souvenez-vous que des grands journalistes sont devenus des responsables politiques dans des pays. Souvenez-vous de Yoshka Fischer, qui est encore vivant. Souvenez-vous de Daniel Cohn-Bendit. Souvenez-vous de ces personnes-là. Vous êtes aussi dans une lutte. Et il faut maintenir cette lutte-là aussi. Parce que vous avez, les journalistes ont commencé avec nous dans les années 90. L'une de nos principales revendications était la liberté de la presse, accompagnée avec la presse. Maintenez aussi le flambeau, s'il vous plaît. Alors, monsieur Kissi, vous êtes ici ce matin, je le disais tout à l'heure, vous fûtes secrétaire national du CAR, mais entre-temps, beaucoup, ou bien nombreux étaient les auditeurs qui avaient réclamé que vous puissiez aller à la réconciliation et que le CAR d'antan renaisse, ou bien le CAR renaisse de ses cendres. Est-ce que des prises de contact, des passerelles ont commencé entre vous et l'actuel bureau, notamment dirigé par monsieur Daté Robert? Oui, il faut dire qu'il y a eu des sages qui essayent de faire les bons offices entre les deux tendances, notamment le Bureau national transitoire du CAR, qui n'a jamais été dissous, qui est le premier à être mis en place, et le bureau dissident dont vous parlez. Mais quand vous... Reconnu par l'État. Ah, dites-le comme ça, non seulement reconnu par l'État, mais il faut le mentionner, parce que les événements sont les événements, vous ne pouvez pas les effacer. Tout ce que nous avons fait, et toute la documentation que nous avons eue, au niveau du bureau qui est sorti du premier congrès et qui ont été déposés, il faut faire remarquer que tous ces dossiers ont disparu des placards du ministère. Et c'est leur dossier qu'on a retrouvé là-bas. Nous avons une rencontre avec le ministre actuel. Ce n'est que vérité. Dire les vérités, les choses telles qu'elles sont pour éclairer les populations ne doit pas vous effrayer. Nous avons rencontré l'actuel ministre au moment où nous avions voulu faire des activités, qui nous a dit, M. Rodabalo, qu'il n'a retrouvé aucun dossier portant un bureau dans lequel moi je suis par exemple, dans son ministère. Alors nous avons eu des séances à cause de ça et nous avons montré tous les dossiers signés par le ministère. Tous les dossiers, même les plaintes que nous avons fait signer par le ministère, dont nous avons eu des copies au moment du ministre Boukwesi. Alors ça veut dire que les dossiers ont disparu du ministère. Donc quand vous dites reconnu par l'État, je le dis, ce n'est pas une question de reconnaissance légale, parce qu'on ne demande pas à l'État de reconnaître des partis politiques. Mais c'est vous qui avez dit... sollicité la dernière fois que vous qui êtes de la transition et ceux qui, ou bien bureau transitoire et ceux qui sont actuellement reconnus par les officiels, alors que vous puissiez vous entendre. Et ma question était très simple. Est-ce qu'il existe déjà des passerelles ou bien vous avez pris des contacts entre vous? C'est ce que je faisais. Mais vous avez dit dans votre phrase reconnu par l'État. C'est ça que j'essaie de rejeter, parce qu'il y a eu des manipulations au niveau de l'État. J'ai pas peur de le dire. Et qu'on a subtilisé nos documents au niveau de l'État. Et nous savons ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez qu'on ferme cette parenthèse, je la ferme. Et je reviens maintenant pour dire qu'il y a eu des contacts. Mais je ne prédis de rien. Ceux qui font le travail n'ont qu'à faire leur travail. On verra ce qui adviendra. La difficulté, c'est que ceux qui ont eu autant d'acquaintance avec l'État, avec tout ce que nous connaissons, si demain on se retrouve ensemble, est-ce
ils répondront aux vœux de l'opposition? Est-ce qu'ils répondront à notre dynamique, à la philosophie d'Aboibor, ou bien ils répondront à la philosophie de leurs maîtres qui ont fait, ce qu'ils ont fait derrière nous? Je ne sais pas. Donc, mais la cogestion qui était évoquée il y a quelques jours, pour ne pas dire semaines, vous n'aviez pas été avant la conférence de presse qui a porté encore lancement ou résurgence de cette fameuse cogestion. Monsieur Joachim, oui. Nous et eux, nous ne travaillons pas ensemble parce que nous n'avons pas encore résolu les questions de trahison, les questions de rencontre avec le pouvoir, etc., qu'il y a eu au moment où tout ça s'est passé et comment est-ce que nos dossiers ont été subtilisés au niveau de l'État. Nous n'avons pas encore fait ça. Donc, ils ne peuvent pas nous appeler pour une conférence. L'élément dont vous évoquez, oui, la cogestion. L'élément que vous évoquez, je voudrais qu'on ne salisse pas la mémoire de Maître Agbouibor. Je voudrais qu'on ne salisse pas la mémoire de Maître Agbouibor. Pourquoi parce que si vous vous souvenez de l'histoire, vous savez, la cogestion, vous vous souvenez de cette conférence-là. C'était en 2008. Et vous savez qui a porté la voix. Ce n'est pas Maître Agbouibor même qui a lu le texte, qui a finalisé le texte. Rappelez-vous de qui a porté la voix. Et pour le texte sur la cogestion, et pour le texte sur la refondation de la République. C'est deux dynamiques qui ont été lancées. Vous vous souvenez de la refondation de la République? Alors, ce que j'entends aujourd'hui, de la bouche de ceux qui nous ont rejoints n'est pas ce que Maître Agbouibor a voulu. Parce qu'on explique la cogestion aujourd'hui comme si vous vous souvenez que Maître Agbouibor avait dirigé le gouvernement d'union nationale et que après il y a eu l'accord EPT-UFC que si les gens vont au gouvernement, on va dire qu'ils sont allés à la mangeoire et pour éviter qu'ils n'aillent pas à la mangeoire, il faut créer la cogestion pour que des gens qui ont un certain nombre de députés puissent rentrer dans le gouvernement sans qu'on dise qu'ils sont allés à la mangeoire. Ça n'a jamais été la philosophie de Maître Agbouibor. La philosophie de Maître Agbouibor n'a pas été que, comme si vous allez dans le gouvernement, on va dire que vous êtes allé à la mangeoire, donc il faut trouver une couverture pour tromper le peuple, pour l'appeler cogestion, pour pouvoir rentrer dans le gouvernement. Vous connaissez Maître Agbouibor, il pouvait avoir une philosophie comme ça? Non. Le concept, demandez-vous pourquoi le concept n'a même pas été mis en place jusqu'à présent. Le concept de la cogestion. Quand ça n'a pas été mis en place. Parce que pour Maître Agbouibor, la condition sine qua non de la cogestion, c'est l'alternance. Ça veut dire que le pouvoir qui accepte la cogestion doit accepter l'alternance. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, quand des gens rentrent dans les institutions, et quand il y aura par exemple des ministres qui vont aller dans le gouvernement, mais si c'est fait sur la base d'un pouvoir où c'est un seul homme qui est au pouvoir, ça va apparaître comme, même si vous parlez de la cogestion, demain ces gens seront pris comme des ministres du parti au pouvoir, des ministres du président du parti au pouvoir. Vous comprenez? Ça veut dire des ministres de monsieur Fort Voilà. Et si ça reste comme ça sans changer, ça veut dire que en fait, l'image qui va rester et la philosophie qui va rester, c'est que vous avez été juste des ministres d'eux. Mais la cogestion était une période pendant laquelle il disait qu'on devait co-gérer le pouvoir à condition que, arrivé à un moment, on sache que les autres aussi ont accepté de quitter le pouvoir et que eux aussi vont devenir des membres dans les institutions de ceux qui les ont remplacés. Donc, la condition sine qua non de la cogestion, c'est l'alternance au pouvoir. Oui, pour aller à la cogestion, le régime doit accepter le principe de l'alternance au pouvoir. Donc, notamment, la limitation des mandats. C'est la plus grande garantie de l'alternance au pouvoir. Voilà un peu. Mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. Oui. Mais le terme ou disons, ce principe ou cette philosophie revient au galop. Alors, c'est pas la philosophie qui revient. C'est comme vous n'avez pas entendu. Je vous ai bien sûr. Oui. Le refus de pouvoir de la cogestion venait du fait qu'on a vu qu'ils n'acceptaient pas l'alternance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la dynamique de la refondation de la République, avant de parler de cogestion, il faudrait que le régime en place ait accepté l'alternance. C'est-à-dire que l'escalier... L'escalier accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore accepté. L'escalier numéro 1, c'est l'alternance. Puis l'escalier, c'est d'accepter l'alternance. Ce n'est pas de le réaliser. Puis l'escalier numéro 2,
C'est donc la cogestion. Ça veut dire est-ce que pour le moment, le régime est contre l'alternance? Puisque c'est dans les urnes que ça se joue, tout se joue, pardon. Est-ce que ce n'est pas dans les urnes? Les Togolais nous écoutent. Non, mais est-ce que l'alternance, c'est pas dans les urnes que ça se joue? La limitation des mandats. La limitation des mandats est la garantie de l'alternance. Voilà. Quand ces gens se lèvent une nuit, pendant que nous dormions, ils balayent dans les... J'ai eu l'impression que vous n'avez sachant que on ne peut pas changer de république sans passer par le peuple. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'il y a une assemblée, etc., qui était en fin de mandat. Même si on laisse ça, on ne peut pas changer de république dans un processus démocratique. Et voilà ça a été changé. Et vous, au niveau du Front citoyen Togo, Front touche pas à ma constitution, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous l'êtes toujours? Les Togolais ne sont pas d'accord. Ce n'est pas nous. Nous ne portons que la voix des Togolais. Les Togolais ne sont pas d'accord qu'on piétine encore notre constitution et qu'on ramène un régime dans lequel on dit que quelqu'un est président du conseil. Dans les mains de qui? On rassemble tous les pouvoirs, mais qui n'a aucune responsabilité devant le peuple. Parce que, vous savez, ce qu'ils ont amené là, le coup de force constitutionnel qu'ils ont fait, n'a même pas mis en place un régime parlementaire. C'est un monstre constitutionnel. Monsieur Joachim, allez lire dans tous les bouquins de tous les régimes démocratiques. Vous ne trouverez jamais un régime qui s'appelle régime parlementaire de cette sorte-là. Quelqu'un était allé dans une radio hier, Pyramide FM, qui a l'habitude de les défendre et qui donnait l'exemple de l'Inde. Il a pris 3 pays, l'Inde, les Britanniques, là, comment on les appelle, Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais je connais bien ces pays. Ce qui s'est fait au Togo là n'existe pas en Allemagne, qui est ma deuxième nation. Ça n'existe pas. En Allemagne, le chancelier, qui est le président du conseil, donc président du conseil, c'est le chancelier en fait, qu'ils ont pris là-bas. Le chancelier qui est le président du conseil, il pilote une liste aux élections. Il pilote une liste générale aux élections législatives. Autrement dit, lui-même candidat. Voilà, lui-même candidat à la tête de la liste. Et donc, lui et tous ceux qui aident vont défendre son bilan ou bien vont proposer quelque chose aux populations. Et quand la liste est élue, la liste est majoritaire. C'est l'Assemblée qui lui donne mandat de devenir chancelier au moment où lui, il compose une coalition dont il vient présenter le document à l'Assemblée. Ça n'existe pas que vous allez aux élections, celui qui veut devenir président du conseil n'est pas sur la liste. Ça veut dire que lui, il ne défend pas son bilan. Ça veut dire qu'il n'a pas de compte à rendre à la population. C'est d'autres qui vont. Celui qui est à Gou, ce qu'il a fait à Gou, il va le défendre.
Celui qui est arrogant, celui qui a fait arrogant de bon, il va le défendre. Et puis, ils le ramassent, ils disent que ça fait la majorité, et ils disent, ah, bon, c'est celui-là qui est président du parti, donc, sans même aller devant les électeurs, il devient président du conseil. Ça n'existe pas. Je vous dis, trouvez un juriste les plus... Moi, j'ai pas fait du juriste, hein, je dis souvent. Je suis un mécanicien d'ordinateur, je suis un informaticien. Trouvez les plus grands professeurs du régime, n'importe lequel parmi eux qui viennent se mettre devant moi dans une radio pour dire que ce régime-là, tel qu'ils l'ont concocté, existe comme régime parlementaire dans un pays démocratique. Oui, et quel aurait été le bon défi de venir que celui-là qui doit être le président du conseil soit élu sur une liste aux législatives comme mais celui qui est le chef de l'exécutif doit aller défendre son bilan ou aller présenter son programme devant le peuple lui-même personnellement. Il doit être dans le jeu. Donc, ce n'est pas le président un parti majoritaire, vous ne l'acceptez pas. Ça devient un parti État. C'est ce que nous avons aboli en 1991 avec l'accord phare RPT. C'est ce que nous avons aboli. Mais les gens sont présents au moins. Aujourd'hui, les Natchabas sont morts, mais M. Barké est vivant. En face d'Agboïbo, au niveau du phare, l'accord phare RPT, celui qui pilotait le groupe du pouvoir, c'est M. Barké. Et au niveau de l'opposition, c'est M. Agboïbo, avec les Kofigo, les maîtres d'Egli, et les... comment l'appelle-t-on? Mon ami Nicolas Lawson, c'est eux qui étaient les 7 qui composaient. Mais ça a été signé noir sur blanc, que le parti État est aboli. On revient au parti État sans le dire. Mais comment un pays d'abord africain, parce que la démocratie, l'origine de la démocratie est d'abord africaine. La démocratie, comme on le dit, n'est pas une donnée européenne. Hein. La démocratie est une donnée, c'est-à-dire que l'origine, la naissance de la démocratie est d'abord une donnée africaine. Donc on ne dit pas qu'il faut trouver une démocratie à l'africaine. Joachim, dans nos grands royaumes, les rois, ils étaient d'essence royale. Mais dans leur gouvernance, quand ils sont d'essence royale, ils ont des notables. Après les notables, il y a le peuple autour d'eux. Mais sur les grands sujets concernant des changements dans la nation, ils se retrouvent, les rois, soit avec le peuple, ou soit avec les grands représentants du peuple, sous un arbre qu'on appelle l'arbre à palabre. C'est ça la démocratie. C'est là-bas que les Européens ont appris ça. Alors qu'on arrête de nous assainir l'oreille que la démocratie, ce n'est pas bon pour l'Afrique. La démocratie est d'abord d'essence africaine. Et sous là-bas palabre, quand on fait, on n'arrive pas à trouver de solutions. Le chef même ne va pas. Le chef reste au milieu du peuple et on désigne un certain nombre de personnes. On leur dit ce que le peuple a dit là. Allez derrière le mur pour vous concerter et nous choisir, nous trouver la solution dedans. C'est le pavis. Le pavis, exactement. On vient, on donne la solution au roi. Le roi lit la solution au peuple. Si le peuple applaudit, ça veut dire qu'on a résolu le problème. On a changé ci, on a changé ça. Si le peuple refuse... Et généralement, ils essaient de couper la poire en deux. Quand ils reviennent, les sages reviennent du pavis. Oui, mais monsieur Kissi, vous êtes contre cette constitution, mais quand même, bon à malin, les choses se mettent en place et actuellement, très bientôt, ce sera le tour du Sénat et après les autres institutions. Et le gouvernement l'a dit la dernière fois au cours du Conseil des ministres, à partir de l'ordonnance qui a énuméré le nombre de sénateurs qu'il faut, etc. Mais nous sommes, c'est-à-dire que tout ça, nous sommes contre. C'est-à-dire que, mais dès le début même, avant leur constitution, leur prétendue constitution, je ne sais pas, vous appelez République comment? 5e République. Ah, c'est comme ça vous l'appelez. Oui, les Togolais appellent maintenant République 4,5. Ça passe, ils sont dans la 5e, et ça passe, ils sont dans la 4e, et après ça, quand moi j'étais allé en Europe la dernière fois, on vous dit votre République 4,5 là. C'est comme ça on l'appelle. Donc désormais, vous avez l'appellation vraie qu'il faut. Donc, même avant ça, nous n'avons pas été d'accord que le président de la République nomme des sénateurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour nous question, dans un régime parlementaire, que le chef de l'exécutif nomme des parlementaires. Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président va nommer des sénateurs, et ces sénateurs-là vont encore le faire président du conseil. Ça veut dire que c'est la même chose, quoi. Je te donne, tu me donnes. C'est un deal sur le dos du peuple qu'ils sont en train de faire. Pour nous, là, il y a, dans les règles démocratiques, 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ne doit rien avoir avec le pouvoir exécutif. La seule introduction du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, c'est le ministre de la Justice qui est en même temps le chef du parquet.
Donc les juges sont indépendants. Le Conseil supérieur de la magistrature est le pouvoir judiciaire qui régule. Le pouvoir exécutif est mis en place par le pouvoir législatif ou directement par le peuple. Et à partir de ce moment-là, le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir. Voilà. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, oui, est-ce qu'il y a interférence aujourd'hui parmi ou bien entre ces institutions-là? Ils attendent que le président de la République les nomme. Et puis en même temps, eux-mêmes, ils le font président du Conseil. Mais là, c'est au niveau du législatif. C'est quoi ça? C'est au niveau du législatif. Oui, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi le peuple n'élit pas ceux qui vont le représenter? Donc c'est toi qui dois nommer des gens qui vont à nouveau te nommer. Mais c'est quoi? Donc, au fond, touche pas à ma constitution, vous auriez aimé que tous les sénateurs soient élus. C'est pas que nous aurions aimé que. Nous combattons pour que tous ceux qui sont des parlementaires soient des élus du peuple. Donc que les parlementaires soient élus. Ce que nous considérons, nous ne savons même pas encore si nous acceptons le Sénat. Parce que le peuple souffre. Mais il y a une semaine encore, ou 2 semaines, ma maman, que nous aidons à acheter le bol de Gary à 1800. Et elle me dit qu'elle a acheté le bol de haricots là, à 3000 francs. Mais comment pendant ce temps-là... Entre-temps, c'était 4000. Oui, il y a quelques même jours. Allé jusqu'à 4000. Oui, bien sûr. Et cette année 2024. Oui, il y a quelques semaines, je vous dis. Mais Joachim, regardez ce que vous dites. Et pendant ce temps, vous riez encore qu'il faut nommer des sénateurs, qu'il faut... Et ça ne vous fait pas pleurer. Et nous rions encore sur ça. Mais on nomme d'abord 100... Combien? 108, ils sont... Non, 113 députés. On passe de combien? 91 à 113. Qui, avec tous leurs émoluments. On va maintenant nommer des sénateurs. On nomme des gouverneurs. Pourquoi on dispate l'argent du peuple comme ça alors que nous souffrons, pendant que les autres pays se construisent? Pourquoi on nomme des gouverneurs? Oui. Mais naturellement, pourquoi on nomme des gouverneurs? À côté des gouverneurs, maintenant, on va élire encore des présidents de région. Mais pourquoi, comme dans les autres États, on n'élit pas les conseillers régionaux et les conseillers régionaux élisent en même temps les gouverneurs? Quand vous allez au Burkina Faso, on ne fait même pas des élections régionales pour élire les conseillers régionaux. Les élections régionales sont des élections indirectes. Ça veut dire que on élit les conseillers municipaux et les conseillers municipaux de chaque région constituent le corps électoral qui élit les conseillers régionaux. Ça veut dire que pour aller aux élections des conseillers régionaux, au Burkina Faso, ça ne fait même pas 500 millions. Alors que ici, quand vous voulez élire les conseillers régionaux seuls, parce que c'est des élections directes, ça va aller à 12-13 millions. Mais milliards. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça au peuple togolais? Regardez la misère dans laquelle les gens sont. Et oui, parlant justement donc de la misère, le 14 octobre dernier au Niger, les autorités de la transition ont pris des mesures pour soulager la vie de la population. Mais vous avez écouté dans le journal ce matin, M. Emmanuel Sogadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo, qui n'est pas d'accord sur la structuration ou la structure des prix, des produits pétroliers ainsi que le prix du ciment. Moi, j'ai jamais été d'accord depuis que j'étais député. Vous savez que c'était mon sujet de prédilection. C'est moi qui avais interpellé madame qui était ministre du Commerce en ce moment et tout le problème a explosé. J'ai jamais été d'accord. J'ai jamais été d'accord. Pas d'abord sur le prix. Sur la structure. Je trouve que c'est de la manipulation. C'est, comment dit-on, comment on dit quand quelqu'un veut t'exploiter là. C'est de l'exploitation. Moi, j'aurais voulu une structure des prix claire. Une structure des prix, ça veut dire quoi? Le pétrole arrive au port togolais. Il n'y a qu'à la limite 3 prix. Les frais de port, 1. Les frais de douane, 2. Et la TVA, 3. Terminé. Et comme on dit que les prix vont suivre le prix du marché, ça veut dire que vous-même, la journaliste, voilà, vous-même, la journaliste ici, quand vous connaissez le prix du marché du baril aujourd'hui, vous pouvez déterminer combien ça doit coûter au Togo. Même l'élève intelligent de la classe de seconde doit pouvoir le déterminer. Si les frais de port font 5%, les frais de douane font 10%, et les taxes font 18%, vous savez en même temps que tout ça, ça fait peut-être en tout 28%. Et dès que vous écoutez que le baril est à $75, vous savez en même temps que $75 multiplié par plus $75 fois 28%, vous avez le prix. Ça veut dire que vous-même, vous savez combien ça doit coûter sur le territoire. Pourquoi ils font ça? Ils font des TVA,
ils font des frais de douane, TVA des frais de douane, TVA, des frais de douane, et vous trouvez une liste d'environ 12 taxes différentes qui sont cachées dedans, c'est-à-dire, aïe, ballot, quoi. Hein? Un peu de... Mais c'est grave, quoi, ce qu'on fait dans ce pays. C'est grave ce qu'on nous fait. Ça veut dire que, moi, il y a une conséquence, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous envoyer. Allez vers la frontière de Nikonakwe jusque-là. Oui. Vous voyez... Togo-Ghana. Voilà. Moi, j'y suis allé pour inspecter un peu. Les motos, là. Oui. Ils prennent 8 bidons par moto. Oui. Et ils traversent les trucs là, ils reviennent avec ça. Et c'est ça qu'on vend aujourd'hui, Boulet. Parce que le carburant coûte 520 ou truc au Ghana, oui, et que ça coûte 700 ici. Et maintenant, c'est vendu à 600 francs au bord de la route. Au bord de la route. Alors qu'à la pompe, ça se vend à 700. C'est ça. Et ça fait Boulet. Qu'on ne voulait pas, contre lequel on avait lutté, opération comme entonnoir, c'est pas ça? Et les gens étaient morts. Mais ces gens ne gouvernent pas le pays. C'est de la médiocrité. J'ai jamais vu un gouvernement aussi médiocre que ce que nous connaissons. Vous-même, vous avez fait une opération. Peut-être ils ont aussi leurs arguments qu'ils n'ont pas encore dit, mais vous voudriez quand même que peut-être qu'ils soient beaucoup plus transparents au niveau de la structure des prix? Mais la gouvernance, oui, non seulement ça, la gouvernance c'est de l'intelligence. Hein. La gouvernance, c'est de l'intelligence. Je vous dis que l'opération fiscale, même si vous la connaissez, ça permet de réguler tout un pays sans que vous n'ayez à donner une. Et voilà que Niamey vend aujourd'hui, ou cède le ciment, la tonne à 49 000 francs ou 55 000 au plus. Alors qu'au Togo, nous sommes dans l'ordre de 80 000 francs. Qu'est-ce que cela vous dit, monsieur Kissime? On marque la pause. 7h à 8h20 sur Victoire FM. Nous revenons en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, monsieur Kissi, Jean-Joël, acteur politique. Alors, je disais tout à l'heure que en octobre dernier, le Niger a pris beaucoup de mesures pour soulager la situation des citoyens nigériens ou bien des Nigériens. Mais est-ce que au niveau du ciment, ça peut également quelque chose peut être fait au niveau du Togo? Non, d'abord le ciment coûte trop cher au Togo. C'est inadmissible. C'est inadmissible que nous ayons du clinker ici. Mais quand vous faites le tour, le ciment coûte plus cher au Togo que plusieurs pays qui n'ont pas de clinker. Non seulement nous avons du clinker au Togo, mais vous savez que nous fournissons du clinker au Ghana. Le train qu'ils ont tracé là, dernièrement, là, c'est pour pouvoir transporter ce qui doit aller au Ghana. Voilà. Le ciment et tous les matériaux de construction coûtent trop cher au Togo. On ne peut pas faire, on ne peut pas faire d'un certain nombre de secteurs, des secteurs où on crée des milliardaires, on crée des gens sur le dos du peuple qui vivent sur du jus, et pendant ce moment-là, c'est un produit de première nécessité, le peuple souffre. Parce que pour que tu trouves une petite piole pour dormir, il faut que tu aies quand même une chambre quelque part. C'est ça. Il doit y avoir une restructuration de tout le secteur de la construction. Même le secteur de la construction a un problème dont nous appelons une restructuration. Et là, je me félicite qu'au moment de partir de l'Assemblée nationale, vers la fin de 2016, moi et le ministre Ayassor, on a travaillé sur un dossier où on voulait désormais qu'il y ait des sociétés immobilières, comme en Afrique du Sud, comme au Rwanda, que ce soit les sociétés immobilières qui construisent. Ça revient moins cher. Comment est-ce que ça procède? Ce n'est plus quand tu vas trouver une brique, viens poser quand tu vas trouver une brique et les maisons se construisent sans permis de construire, etc. Et on vit des choses que vous voyez aujourd'hui. Non. C'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est des villas, c'est des cités que les sociétés immobilières construisent. Et quand ils sont sociétés immobilières, nous avons mis dans la clause, le ministre Ayassor a mis dans la clause, et je l'ai défendu à l'Assemblée, que on fait une diminution des impôts à ces sociétés immobilières-là. Et qu'on fait une diminution de la TVA. La diminution qui est faite sur la TVA profite en même temps à celui qui occupe la maison. Parce qu'en fin de compte, la TVA est payée par le dernier consommateur. C'est-à-dire que même si c'est celui qui construit, c'est au moment où il va vendre à un dernier, c'est à celui-là que cela revient. Donc dans ces conditions, un fonctionnaire qui achète 3 briques, qui va emprunter de l'argent pour mettre 3 briques, mais il n'arrive pas encore à habiter dedans. Il habite encore dans une location. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une société immobilière, et c'est la société immobilière qui fait le montage financier et qui lui construit la maison. Ça veut dire que quand il fait la demande dans un an, la villa que tu vas mettre 10 ans pour construire pendant que tu es en location, la société immobilière le construit en un an et te met dedans. Mais pendant ce temps-là, l'argent avec lequel tu fais la location, tu ajoutes peut-être un peu.
Si tu es dans une location de 70 000, tu ajoutes peut-être 30 000 et avec 100 000, tu es dans ta propre maison. Et tu paies ça pendant 18 à 20 ans et tu as une belle maison construite par les spécialistes. Dans ces conditions-là, les problèmes de permis de construire ne vont pas souffrir parce et où se trouve aujourd'hui ce projet? Ah, je ne sais pas. Le monsieur Ayassol l'avait fait passer avant qu'il ne parte. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi les sociétés immobilières ne viennent pas s'installer et construire des cités. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas là où tout ça a été laissé. Mais voilà, et on est à une période aujourd'hui où on dit les permis de construire sont difficiles. Moi, quand mes petits frères, qui sont tous à l'Europe, construisent ici, c'est à moi qu'ils donnent les papiers, d'aller faire les papiers pour eux. Je vous dis, hein, le schéma même pour aller... Il y a un dossier que j'ai en cours en ce moment. Le schéma même pour aller faire le permis de construire, c'est encore difficile. Quand vous allez, il y a des taxes dessus que vous ne comprenez pas. Donc, les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter sur les problèmes de permis de construire. Les papiers que j'ai fait, je vous les amène. On essaie de grainer les mairies. Vous-même, vous travaillez à la mairie? Oui, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de restructuration. Le problème n'est pas au niveau de nos mairies. Quand on te fait un permis de construire, on va te dire que... Il faut voir un architecte. Voilà, on va te dire que c'est 100 francs le mètre carré. Oui. Et quand tu calcules les 100 francs le mètre carré, ce que tu vas construire, quand tu fais l'addition, tu vas voir que ça va arriver à 120 000. Mais quand on te fait le devis pour le permis de construire, le devis va aller à 500 000. Parce qu'il y a un architecte dedans, parce que, etc., etc., etc. Mais je crois que c'est tout ça qu'il faut réguler. C'est tout ça. La restructuration, on a besoin de réforme. Le permis de construire est si coûteux? Mais je vais vous amener des papiers. Je vais vous amener des papiers de demande de permis de construire et dans une prochaine émission. Et vous allez voir ce qui se passe. Tout ça parce qu'il n'y a pas la restructuration qu'il faut. Dans la restructuration, il faut mettre en sorte que ce soit seulement les architectes agréés qui aient le droit de construire. Ça ne veut pas dire que les architectes agréés ne vont pas construire. Mais quand vous prenez l'exemple, c'est comme le transitaire. Oui. Il fut arrivé un moment, on a réformé le domaine du transit. Où les transitaires agréés, c'est eux qui doivent signer. Mais les non agréés travaillent sous les agréés. Voilà. Ça veut dire que tu peux avoir un cousin qui n'est pas architecte agréé. Mais tu veux qu'il construise pour toi parce qu'il te fait ça à un bas coût. Mais il travaille avec un transitaire agréé qui fait la surveillance. Agréé, donc l'architecte agréé fait le contrôle et lui permet d'obtenir le permis de construire pour pouvoir suivre les travaux. Voilà, mais tout ça, il faut réorganiser. Les gens crient, les gens disent des choses, mais ce n'est pas organisé, franchement. Oui. Alors, Monsieur Kissi, nous allons faire un pas vers l'étranger. Donald Trump a été élu. Alors, est-ce que cela vous a surpris? Son comeback. Le score m'a surpris. Le score m'a surpris. Parce que je ne sais pas si c'est les instituts de sondage qui tous disaient qu'ils étaient au coude à coude. Oui, les médias français, voilà, les sondages. Tout le monde disait qu'ils étaient au coude à coude. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu les données. Et on constate à la fin que ce qui ne s'est peut-être jamais passé, je crois que c'est la deuxième fois que ça se passe, que la personne a remporté tous les swing states. Tout, il les a remportés. Non seulement il a remporté ça, il a remporté le Sénat. Il est en cours de remporter, les derniers résultats doivent sortir demain. Oui. Il est en cours de rencontrer le Capitole, l'Assemblée nationale. Là, et la Cour suprême, comme il le dit. La Cour suprême, il l'a aussi, parce que la Cour suprême, tu es nommé à vie. Et ceux qui l'avaient nommé à vie avant de partir étaient de son camp. Et pendant ce temps-là, il n'y en a pas eu qui soient assez décédés pour que Joe Biden puisse en nommer d'autres. Donc, du coup, il a du pouvoir absolu aux États-Unis. Pourquoi les Américains se sont comportés ainsi alors que les sondages, les médias occidentaux, tout le monde nous a abreuvé que non, c'est un monsieur noir, c'est un monsieur qui n'est pas clair, c'est un monsieur qui n'est pas bon pour diriger cette première puissance mondiale. C'est ça où... Mais les Américains ont fait carrément le contraire. C'est là où les gens disent que les peuples n'ont pas de mémoire. Quand vous surfez sur leurs sentiments, vous avez un résultat qui est un résultat qui ne sont pas les résultats escomptés. Le populisme gagne tellement du monde aujourd'hui où c'est les populistes qui évoluent, qui prennent le pouvoir. Regardez tout ce que l'extrême droite fait dans les pays européens. Regardez ça, c'est la même chose. Et Donald Trump, c'est la droite du Parti républicain. Voilà pourquoi il arrive rapidement saluer. Tout à fait, c'est pas le centre du Parti républicain, c'est la droite du Parti républicain. Et vous voyez, ce que moi j'ai déploré chez Kamala Harris, c'est que elle avait pris une envolée jusqu'à leur débat. Et quand le débat s'est passé,
Donald Trump a compris qu'il ne peut pas réussir dans un débat intellectuel, dans un débat thématique. Donald Trump a refusé les autres débats, qu'il ne fera plus de débats. Et puis il a entraîné Kamala Harris vers une campagne indigne, c'est des insultes. Et elle n'a qu'à foutre le camp, fous le camp d'ici, Kamala, tu es viré, etc. You are fired. Et puis, vous voyez que à ce niveau-là, la première puissance du monde, voilà le discours. Et on dit que les Africains mangent des chiens, ils mangent des chats, etc. Et c'est ça qui est devenu... Les Hispaniques, voilà. Pas les Africains en fait. Ah, c'est les Hispaniques. Oui. Et la campagne est déviée vers là. Toute la campagne est déviée, est mise dans le sable, en dessous de la ceinture. Et Kamala Harris est rentrée dedans. Moi, j'aurais préféré qu'elle ne rentre pas dedans. Qu'elle reste dans le débat technique, qu'elle reste dans le débat politique, quitte à perdre avec ça. Mais est-ce que l'Afrique peut attendre quelque chose de l'arrivée de Trump pour une seconde fois à la Maison Blanche? Moi, je ne crois pas. D'abord, il a traité l'Afrique de pays de merde. Oui. Alors, à partir de moi, je ne peux pas être séduit par quelqu'un qui traite l'Afrique de pays de merde. A-t-il raison de dire cela ou bien il a totalement tort? Moi, je dis c'est nous-mêmes qui devons nous plaindre de notre situation. Parce que après, il paraît qu'il a laissé une longue truc sur X sur l'Afrique. Je ne sais pas si c'est vrai. Je cherche à vérifier la véracité. Mais où il dit, si les gens ont le diamant, ils ont l'or, ils ont le pétrole, mais qu'ils n'arrivent pas à se développer, qu'ils n'ont pas à construire même des hôpitaux, mais quel respect on leur doit. Mais méditons ça pour savoir où est-ce que nous allons en Afrique. C'est vrai que ça fait mal, parce que c'est des gens qui ont construit leur économie sur l'esclavagisme. Les États-Unis n'ont pas été construits par la main, par le travail des Blancs. Les États-Unis ont été construits par le travail de l'esclavage. Leur source, la richesse qui a permis de produire de la richesse, c'est l'esclavage. Et l'esclavage, ceux qui ont travaillé, c'est les pays africains. Mais aujourd'hui, 300 ans ou je ne sais pas 400 ans après, regardez comment on nous traite. Si nous ne voulons pas prendre conscience, restons dans notre Afrique. Oui, mais hier également, à Sochi, Vladimir Poutine a promis un soutien total aux pays africains. Et c'était à l'occasion d'une conférence ministérielle Russie-Afrique. À prendre avec des pincettes? Oui, moi je considère même, si j'ai une bonne analyse, que j'analyse l'économie mondiale, je vois les difficultés que la Russie a. Je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver l'argent pour aider l'Afrique. Parce que la Russie même souffre aujourd'hui. Voilà un peu. Donc, si peut-être la guerre s'arrêtait, elle n'accordera plus le même intérêt à l'Afrique? C'est ce que je pense. Mais de toutes les façons, il n'y a pas encore de financement qui vienne de la Russie. Parce que la Russie même n'a pas de l'argent. Il n'y a pas de financement qui venait avant. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre un financement de la Russie. Selon Sergei Lavrov, hier, il disait que la Russie et les pays africains voient du progrès dans tous les axes de leur coopération malgré des obstacles artificiels opposés par l'opposition, l'Occident collectif. Et il disait ceci, il faisait allusion au développement durable, à la lutte contre le terrorisme, les maladies épidémiques, règlement des problèmes alimentaires, etc. etc. Vous voyez? Oui, concrètement, qu'est-ce qui a été fait ensemble? Montrez-nous les œuvres de ce qu'ils ont fait ensemble. On peut voir un certain nombre d'œuvres que l'Afrique a réalisées avec la Chine, n'est-ce pas? On peut voir un certain nombre d'œuvres que l'Afrique a réalisées avec un certain nombre de pays, les États-Unis, etc., etc. Disons-nous la vérité. Mais quelles sont les œuvres que l'Afrique a pu réaliser avec la Russie? Quels sont les échanges? That is the question. Oui, alors monsieur Kissi, une question et avant de recevoir les auditeurs qui sont déjà, je dirais, sur le starting block. Alors, est-ce qu'il existe encore des prisonniers politiques au Togo? Mais naturellement, des gens qui ont fait des manifestations et qu'on les a arrêtés. Et pour ça se retrouvent en prison depuis un certain temps. Mais qu'est-ce qu'ils sont? À partir du moment où tu ne commets pas un acte délictuel, tu te retrouves en prison. Les gens qui sont venus en vacances au Togo, et puis, on les a guettés, on est tombé sur eux. On les a mis en prison pour leur opinion. On appelle, celui qui est mis en prison pour son opinion, on l'appelle comment? Le ministre secrétaire général du gouvernement a dit zéro cocorico. Ah, le ministre secrétaire du gouvernement a dit plusieurs choses. Mais je vous disais tout à l'heure, et vous ne vouliez pas que je le dise, que parce que vous aviez interviewé quelqu'un de l'Europe, on vous a suspendu pendant 3 mois. Mais les médias internationaux ont reçu des Togolais d'un certain rang qui ont dit « Allez prendre des armes si vous voulez aussi prendre le pouvoir ». Et on les a mis où? Mais voilà le deux poids deux mesures. Ce que le ministre secrétaire général du gouvernement dit, vous savez,
sa ligne. J'ai ma ligne. Pour lui, le ministre secrétaire du gouvernement a sa ligne. Des délits de droit commun. Et ils ont été interpellés pour. Mais regardez, le ministre secrétaire du gouvernement est allé défendre des nervis, des gens qui sont allés au siège d'un parti politique pendant qu'il y a une réunion et ont mis des pierres dans leur sac, ont tapé les gens, ont cassé la tête des gens. Et les gens n'ont pas été dans un pays, vous n'avez pas été en mesure de dire que ça c'est des nervis, etc. Vous allez sur les médias internationaux et vous faites des trucs alambiqués. Mais comment voulez-vous que je puisse croire en la parole de celui-là? Pourquoi voulez-vous en faire une parole d'honneur? Donc vous n'y croyez pas. Ah, mon cher. 92 02 80 63 99 70 70 90. Nous avons M. Senghor qui a une question à vous poser. M. Kissi. Alors, allô, M. Senghor, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Senghor, évangéliste Senghor. Mon truc là, comment vous tournez moi? Oui. Est-ce que vous-même en tant que FDR de l'opposition, est-ce que vous savez que mon pays, mon seul pays de moment, qu'on est en train de le réanimer? Donc, deuxièmement, ce qui se passe de toute conscience. Et vraiment, depuis moi j'ai déjà fait dans ce débat, je n'ai jamais fait que vous ici, où est-ce que je le fais de pouvoir en train de manger. Bon, dans tout cas-là, quel est le rôle de l'opposition? Vous avez fait tout ça. Vous avez pris votre courage pour aller dans le chef de l'État. Chaque année, vous l'avez pour le juste non, quand nous allons nous dire les gens comme des animaux. Monsieur Kissi, qu'est-ce que vous avez parlé de vous? Merci, bien noté, monsieur Senghor. Monsieur Pelé. Bonjour, monsieur Pelé. Ah, monsieur Pelé est reparti. 92 02 80 63 99 70 70 90. Allô? Oui, bonjour, grand secrétaire d'État. Oui, bonjour, cher ami. C'est Apollinaire de Kinokafou. D'accord, Apollinaire, nous vous écoutons. Bonjour, honorable Jean Kissi. Bonjour, monsieur Apollinaire. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Il ne faut pas refuser que si Donald Trump nous appelle pays de merde, il ne faut pas refuser, s'il vous plaît. Parce que, entre-temps, dans le Yoto, il y a beaucoup de usines là-bas. Il y a un parmi les députés actuels, il nous a dit que Yoto est dans leurs mains. Mais pourtant, on souffre. Il y a le McDo dans le Yoto. Il y a deux clubs de football, Arabia FC et AFC dans le Yoto. Mais les usines qui sont chez nous là-bas, ils n'arrivent même pas à sponsoriser les équipes là. Vous voyez ça normal? En plus, notre gouvernement nous a dit de porter casque, une moto de casque. Mais pourtant, les gens, les usines ou soit les entreprises qui emportent les motos là, ils refusent de donner deux casques. Vous voyez ça normal? Bien noté, cher ami Apollinaire. Nous accueillons un autre intervenant. Allô? Allô, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, c'est madame ici. Oui. Bonjour, oui. De tout ça là maintenant, c'est toute cette peine. Et je veux lui demander, ils ont créé le CAR depuis une quarantaine d'années, je crois. Il n'y a pas de conseiller économique pour nous dire, voilà pour les autres parties là. Pour nous dire combien on peut acheter l'essence, la tonne de ciment, tout ça là, au Togo, hein, puisque c'est pas normal. On peut acheter l'essence à 250 francs le litre. Moi, je pense que j'extrapole comme ça. Et la tonne de ciment, 25-30 000, la tonne, ça suffit largement. Et puis, on a dit un mandat de 5 ans. Les gens ont dépassé les 5 ans depuis 63 qui sont là. Ils s'appliquent la Constitution tous les jours, juste pour l'argent et le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne portez jamais plainte contre ces gens de trucs? D'accord. Des gens qui font ces trucs-là, comment on peut les appeler? Alors, merci beaucoup, madame, ici, pour votre intervention. Monsieur Kissi, est-ce qu'on peut porter plainte contre ceux qui, ou les députés qui, par moment, essaient de modifier les constitutions? Oui, on n'a pas le temps peut-être de répondre à toutes les questions. Mais madame Essi pose ces questions de plainte là depuis. Peut-être je vais prendre le temps de répondre. Dans les élections qui se sont passées, les élections régionales et législatives,
nous avons vu des choses. Du 29 avril. Du 29 avril. Nous avons vu des choses, c'est même du flagrant délit. Nous avons fait une requête. Moi-même, j'ai fait une requête dans le Vaud. Ils n'ont même pas regardé la requête. Ils ont proclamé les résultats. Il y a un certain nombre, monsieur Théophile Adjangba a fait une requête dans le moyen mono. Oui. Mais j'ai vu plusieurs requêtes sur des faits assez concrets. Des gens ont mis des vidéos qui ont circulé dedans, mais ils n'ont pas réagi. Madame Messi, dans le conflit interne au sein de l'UFC, dans le conflit interne au sein du CAR, dans le conflit interne au sein des démocrates, nous avons porté plainte. Nous avons encore une plainte du CAR, du Bureau national transitoire du CAR à la justice aujourd'hui. Mais on ne nous a jamais, ils n'ont jamais tranché. Alors que nous avons amené cette affaire en référé, ils l'ont débouté en référé. Donc, ce n'est pas que nous n'avons jamais porté plainte. Nous avons des exemples que ce pouvoir ne répond à rien. Donc, voilà des exemples. Vous posez la question. Est-ce que le litre d'essence peut être vendu à 250 francs et la tonne de ciment 25-30 000 francs? C'est un exemple. Elle donne. Est-ce que vous avez un conseiller économique au sein de votre formation politique dans le temps? Nous-mêmes, les séminaires, etc., que nous faisons suffisent pour connaître ces questions-là. Et d'autres ont fait des études. Vous savez, dans des pays autres, il y a des organisations qui travaillent sur les prix, comme la LTC, comme etc. C'est eux qui conseillent. Quand vous allez au Capitole, aux États-Unis, ce n'est pas les députés même qui vont étudier les choses. Hein. Toutes les lois que vous voyez, ils émettent l'idée et c'est les agences qui leur font ça. Donc, la question est triviale sur le terrain. L'essence et le truc coûte cher. Il a raison. Moi, je ne comprends pas comment les gens vendent une moto à... Voilà, ils vendent une moto à 2 places. On voit, quand vous allez acheter, on vous dit que c'est une moto à 2 places. Le conducteur et, comment vous appelez, celui qui est derrière. Et pendant le même moment, vous donnez... voilà, ça ne se comprend pas. Mais bon, comme... et maintenant, est-ce affaire des députés ou bien du ministère de la Sécurité ou du ministère du Commerce ou qui doit enjoindre ces messieurs-là ou disons ces sociétés à nous offrir 2 casques? En fait, ça, c'est la gouvernance. C'est le ministère de la Sécurité et le ministère des Transports qui doivent s'occuper de cette question. Et maintenant, Senghor a dit, voilà que des Togolais s'en vont chercher de riz avarié sur les dépotoirs. Oui, mais c'est la misère. C'est la misère. Voilà, c'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage, il accompagne ça en disant qu'on aille voir le chef de l'État. Ma difficulté là-bas, c'est que parmi mes grands frères de l'opposition, j'en ai entendu plein qui ont rencontré le chef de l'État. Mais ça n'a jamais rien donné. Ce n'est pas que moi-même, on ne m'a jamais soufflé d'aller voir le chef de l'État. Il est arrivé au moment des erreurs sur ce coup d'État constitutionnel que moi-même, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut le rencontrer et lui dire un certain nombre de choses? Mais je me dis en même temps, si mes grands frères l'ont rencontré, les gens sont là. Maître Zeus est là, mais Maître Agboibo l'avait déjà rencontré. Les gens l'ont rencontré et que ça n'a rien donné. Moi, ce petit-là, quand je vais les rencontrer, qu'est-ce qui me dit que ça va donner quelque chose? Ça va peut-être... ça va peut-être... Ah oui, mais voilà, monsieur Kissi, aujourd'hui, nous connaissons... plusieurs personnes connaissent aujourd'hui la Guinée équatoriale à travers le fameux Balthazar qui dévalue la valeur de la femme, surtout la femme mariée. Un mot. Donc, ce sujet, ce syndrome vous a attaqué aussi dans le studio ici. Merci, monsieur Kissi, d'être passé chez nous ce matin. Et très très bonne journée à vous. Merci. Merci aux chers auditeurs et auditrices. Coucou parisien, merci à vous également. Amjoy, Allah, Claudia Dinon, excellente journée.